Chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord un grand merci au professeur Pierre Talley qui a aimablement accepté de nous accueillir dans la grande salle du Centre de recherche égyptologique de la Sorbonne. Pour les étudiants et les auditeurs qui se sont inscrits à mes cours, je tiens à préciser qu'à partir de la semaine prochaine, le 22 octobre 2019 donc, ils se tiendront à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 boulevard Raspail, en salle 20, le mardi de 14 à 16 heures. À l'école pratique des hautes études, les cours sont appelés conférences et les chaires direction d'études. La séance exceptionnelle qui nous rassemble ici est donc bien la conférence inaugurale de la nouvelle direction d'études intitulée Langue et civilisation méroïtique. Les conférences inaugurales de l'école pratique des hautes études étaient de règle autrefois, mais elles sont passées de mode, peut-être pour ne pas prêter à une comparaison désavantageuse avec les leçons inaugurales du Collège de France, qui, elles, sont des événements nationaux. Alors pourquoi une conférence inaugurale pour les études méroïtiques? Le terme de célébration est aujourd'hui un peu galvaudé. Il sert notamment à désigner les acrobaties ou les pitreries des footballeurs après un but marqué. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas tenter un salto arrière. Mais oui, cette conférence inaugurale est une célébration. Une célébration du renouveau des études méroïtiques en France après exactement 30 ans d'absence. Je pourrais sans doute dire que cette direction d'études est pour moi un honneur, une reconnaissance, une responsabilité, une mission, et c'est sans doute un peu de tout cela. Mais aujourd'hui, c'est surtout une immense joie de voir l'histoire ancienne du Soudan et sa langue, de moins en moins mystérieuse, histoire et langue auxquelles j'ai dédié ma vie, regagner le statut de discipline universitaire à part entière. Une joie si grande, on a envie de la partager, et c'est ce que je veux faire avec vous durant ces 2 heures. Cette renaissance ne s'est pas faite toute seule. Je voudrais remercier du fond du cœur ceux qui l'ont permise. Les professeurs Pascal Vernus et Michel Chauveau, directeur d'études en égyptien et en démotique à l'EPHE, ont été les premiers à la suggérer, mais c'est le professeur Andreas Stoder, nouveau titulaire de la chaire d'égyptien ancien, qui en a été la cheville ouvrière. Ce n'était pas gagné d'avance. Il a dû batailler sans relâche et dépenser une énergie considérable pour que le méroïtique soit à nouveau enseigné à l'école pratique des hautes études et plus précisément au sein de la section des sciences historiques et philologiques qui est sa place naturelle. Je voudrais donc lui rendre en ce jour particulier un vibrant hommage et le remercier pour cette admirable contribution au progrès des études nubiennes. J'ai aussi une dette considérable envers le professeur Pascal Vernus, qui a misé il y a plus de 20 ans sur un simple professeur de collège que sur sa mine on aurait plutôt embauché pour des travaux de force que pour le déchiffrement du méroïtique. En un temps où plus personne ne croyait possible des progrès en ce domaine, il a accepté de diriger ma thèse de l'école, puis ma thèse de doctorat sur la langue ancienne du Soudan, et je l'en remercie ici profondément. Enfin, je regrette infiniment que le professeur Jean Leclan ne soit pas encore parmi nous pour assister à ce premier cours de méroïtique du siècle nouveau. Lui qui, de 1964 à 1989, l'enseigna à la 5e section de l'EPHE. C'était alors dans le cadre d'une chaire officiellement consacrée à la diffusion des cultes égyptiens, mais qui fut étendue à l'étude des textes, puis de la langue de Méroé. Elle accueillit notamment le travail sur le répertoire d'épigraphie méroïtique, ou REM, auquel le professeur Leclan m'associa en 1999 parmi les marques de confiance qu'il me témoigna jusqu'à notre dernier entretien en 2011, quelques semaines avant sa mort. Cette première conférence s'articulera comme suit. Tout d'abord, il est nécessaire de remettre tout ce qui va suivre dans son contexte historique. Je donnerai donc un aperçu très schématique de l'histoire du Soudan antique, en examinant au passage quelles langues ont été écrites à chaque phase de ce long passé. Je présenterai ensuite euh, l'histoire donc du déchiffrement de la langue méroïtique, cette quête de sens avec ses progrès, ses découragements et le retour de l'espoir dont cette nouvelle chaire est la conséquence. Enfin, je vous livrerai en bon représentant de commerce 3 échantillons gratuits du programme que je me propose de traiter dans cette direction d'études. Sous ces titres alléchants, les mains en l'air, histoire de coups,
et que la force soit avec toi, se cachent des enquêtes sérieuses sur le système d'écriture, la syntaxe et le vocabulaire du méroïtique. Vous y verrez quel stratagème doit inventer le déchiffreur pour voler à l'oubli les bribes de la première langue écrite d'Afrique subsaharienne. Commençons donc par un aperçu historique de l'autre terre des pharaons, car c'est ainsi qu'on peut l'appeler. En effet, la civilisation pharaonique peut être considérée comme possédant deux versants. Un versant nord, qui est l'Égypte, qui l'a inventé, cette civilisation, et un versant sud, le pays de Couch, qui a adapté cette civilisation, adapté, recyclé à son profit cette civilisation jusqu'à des périodes où elle était oubliée en Égypte même. Cela se passe donc dans la vallée du Nil, le pays de Couch, dans la vallée du Nil moyen, c'est-à-dire le territoire inclus entre la sixième et la première cataracte du Nil. C'est là que se trouvent les capitales successives des royaumes de Couch. Tout d'abord le royaume de Kerma, ensuite le royaume de Napata, et puis enfin le royaume de Méroé, le dernier des royaumes antiques du Soudan. Alors commençons par le royaume de Kerma, qui a duré un bon millier d'années, entre 2500 et 1450, qui est la date à laquelle la colonie égyptienne est fondée. Voici une vue aérienne de la capitale, Kerma, avec les restaurations effectuées par Charles Bonnet, le grand archéologue du site. Et au milieu, donc, s'élève la masse énorme de briques, c'est le plus vieux bâtiment en briques important conservé au monde, de la Defoufa, c'est-à-dire le temple principal de la ville. Vous voyez que on trouve des constructions aussi bien quadrangulaires, donc imitées en fait de l'Égypte ancienne, et puis aussi des constructions circulaires correspondant beaucoup plus à l'architecture de l'Afrique subsaharienne. Et ces deux types de constructions vont continuer d'ailleurs durant toute la civilisation. Le royaume de Kerma est un royaume puissant, il le doit notamment à ses armées. Depuis les temps immémoriaux, l'Égypte appelle ce pays le pays de l'Arc, Tasseti. Et effectivement, les archers nubiens sont extrêmement recherchés. Ils ont souvent été mercenaires dans les armées de l'Égypte, mais ils ont été évidemment le principal atout militaire de cette puissance établie sur le Nil moyen qui a menacé l'Égypte plusieurs fois, notamment à cette époque où l'Égypte était totalement rétrécie à la partie autour de Thèbes, la Haute-Égypte, puisque le nord avait été envahi par des pharaons d'origine cananéenne qu'on appelle les Hyksos. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors l'écriture est inusitée à Kerma. On a par exemple, bien que ce soit un petit peu contesté, cette représentation d'un roi de Kerma qui tient donc l'arc qui est dans l'emblème de son pays. Il est toutefois couronné de la couronne blanche d'Égypte avec une vague sorte d'uréus de cobra, mais aucune inscription n'accompagne cette représentation. Alors, l'écriture est en revanche, elle n'est pas inconnue. Nous avons parlé tout à l'heure du royaume Hyksos, au nord de l'Égypte. Eh bien, cette stèle, la deuxième stèle de Kamosé trouvée à Karnak, raconte comment les patrouilles du pharaon égyptien Kamosé ont arrêté dans le désert, essayant de contourner en quelque sorte le royaume en venant du nord, un émissaire envoyé par le roi Hyksos Apopi pour tenter d'établir un accord avec le nouveau roi de Kerma afin de prendre en tenaille le royaume égyptien. Le contenu de la lettre est donné dans la stèle, il est évidemment en égyptien, et il est clair qu'il existait une correspondance diplomatique avec Kerma qui se faisait probablement par des scribes égyptiens, peut-être des transfuges, qui étaient à la cour du roi de Kerma. Donc
L'écriture n'est pas totalement inconnue, mais elle n'est pas employée, et cela se retrouvera dans les siècles suivants d'ailleurs, puisque cet État qui a su fonctionner sans écriture, un grand État avec une administration, on pense par exemple au royaume des Incas, hein, bien sûr, qui de la même manière a fonctionné sans véritable écriture. Eh bien, durant les époques nabatéennes et surtout méroïtiques, l'écriture sera adoptée, mais d'après les traces que nous possédons, ce n'est pas le seul moyen de communication qui pouvait exister dans l'administration, car le nombre de documents est relativement faible par rapport à ce qu'il est en Égypte ou dans d'autres civilisations qui se reposent beaucoup plus sur l'écrit. Passons maintenant donc à la colonisation égyptienne qui commence vers 1550, qui est effective vers un siècle plus tard. Il a fallu tout de même un siècle pour anéantir la résistance des Koushites et qui se termine de manière assez, assez vague, assez trouble, vers 900, peut-être 1000 avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement quand les Égyptiens ont quitté ce pays, notamment parce qu'ils avaient des difficultés au nord avec les invasions libyennes. Alors cette représentation, qui vient d'un facsimilé célèbre du British Museum, du temple de Beit el Wali en Basse-Nubie, représente Ramsès II jetant ses flèches, tirant ses flèches contre une troupe couchite qui tente de s'évader, hein. Euh, Cette représentation est bien sûr anachronique, hein. À l'époque de Ramsès II, nous sommes au XIIIe siècle, le pays de Couche est définitivement soumis. Il y a de temps en temps effectivement quelques révoltes, mais rien d'organisé comme nous le voyons ici. Il s'agit ici en fait surtout de commémorer cette victoire sur Couche, de même qu'on commémore les victoires sur les pays proches orientaux, dans la mesure où le pharaon doit montrer qu'il exerce son pouvoir et qu'il maintient la Mahat, hein, l'équité, l'ordre de l'univers, en combattant au nord comme au sud. En revanche, et cela n'est pas juste symbolique, le tribut de Couche a dû chaque année être apporté devant le pharaon. Nous en voyons ici une représentation tirée de la tombe thébaine 40 du vice-roi de Couche, Ouï. Il était vice-roi sous Toutankhamon, et c'est devant Toutankhamon qu'est amené le tribut annuel. Nous voyons par exemple dans le registre du bas des anneaux d'or, hein, qui étaient là une sorte de lingot de l'époque, des plateaux de pierreries, des animaux sauvages, hein, on distingue un girafon, et puis beaucoup de bovins qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs sont réputés au Soudan et exportés largement. Bref, ce tribut consiste finalement en la principale contribution de cette colonie, qui n'est pas une colonie de peuplement, et qui est généralement dirigée par des élites locales sous la houlette du vice-roi de Couche, qui lui est un Égyptien. Alors cette présence égyptienne s'est manifestée notamment par la construction d'un nombreux temples, qui sont pratiquement tous en relation avec la crue du Nil, la crue venant du sud, et il faut la favoriser par l'érection de temples tout au long du cours du Nil moyen. C'est là donc que se trouvaient les premiers témoignages nombreux d'écritures qu'on trouve dans le pays de Couche, écrits donc par les Égyptiens. Ici, nous sommes dans le temple de Bouën, qui a été démonté au moment de l'érection du barrage d'Assouan et remonté dans les jardins de Khartoum. Et vous voyez les magnifiques hiéroglyphes tracés donc sous la reine Hatshepsut. Alors les Couchites virent tout cela, bien entendu, ils virent même, probablement de manière assez médusée, des guerres d'écriture, comme celle qui a eu lieu dans le temple de Soleb. Le temple de Soleb est érigé par Amenhotep III au début de son règne, puis remanié à la fin de son règne. Et durant le règne suivant, celui d'Akhenaton, le
pharaon hérétique, le nom d'Amon et ses représentations sont partout martelés. Donc le visage du dieu ici a été martelé, on voit qu'il a été refait de manière un petit peu curieuse, l'œil notamment est assez bizarre. Et le nom surtout d'Amenhotep a été remanié 2 fois, si bien que ça explique qu'il soit à ce point gravé en creux. Le nom a été inscrit au moment de la fabrication donc, des reliefs de ce temple, une première fois, et c'était Amenhotep. Ensuite, sous le règne de son fils, tout ce qui contenait le nom d'Amon et Amenhotep en est un cas, a été détruit et probablement le cartouche a été remplacé par celui de Nebmaatre, le même que celui qui se trouve à côté, qui est le nom de couronnement. Et puis ensuite, après la mort d'Akhenaton, lorsque Toutankhamon monta sur le trône, il procéda à la rénovation des monuments à travers tout le royaume, y compris donc la colonie couchite, où l'on vint réinstaller le nom d'Amenhotep dans le creux de ce cartouche. Eh bien, les couchites ont pu voir à quel point l'écriture était importante et en tirer donc des conclusions pour les siècles suivants. Alors les siècles suivants, cela va commencer à Napata. Donc le royaume de Napata est fondé à peu près au moment du départ des Égyptiens. Nous n'en connaissons pas les premiers souverains, qui ne sont pour nous que des tombes en fait. Mais à partir donc de 780 à peu près, nous avons l'indication donc des premiers rois connus par leur nom, Alara, Kashta, Pianki. Alors tout cela se fait au pied de la montagne sacrée qui domine la cité de Napata, qui est le Djebel Barkal. Cette montagne sacrée joue un rôle important, elle est supposée, déjà depuis le temps des Égyptiens, avoir abrité la demeure d'Amon en Nubie.